Salut tout le monde. Donc déjà, merci. Merci à tous ceux qui nous suivent déjà depuis quelques heures et merci à ceux qui nous rejoignent. Ça me fait d'autant plus plaisir parce que je suis à l'initiative de l'After Produit sur Twitch. Donc en tant que cofondatrice avec, vous les voyez pas, mais Marine Dupin et Jessica Lemaire, on a cofondé l'After Produit. Donc ça nous fait bien plaisir. Et d'autant plus que là, j'ai l'honneur d'animer une table ronde, donc les secrets de la priorisation réussie, avec Tony Agnéré et Laurent Léca. Donc juste pour commencer, on n'a que 15 minutes, mais si vous pouvez très rapidement vous représenter pour les personnes qui reviennent. Moi, Tony, Product Director chez Back Market, marketplace de produits reconditionnés où tu peux acheter et vendre. Parfait. Laurent. Et Laurent Leca, Product Director chez Payfit, solution de paye en SaaS. Super. Donc pour le coup, aujourd'hui, on vous retrouve pour parler des secrets d'une priorisation réussie. Donc pour commencer, en fait, j'aimerais reposer la problématique. Quel serait, selon vous, ou peut-être que vous l'avez déjà eu, l'impact, en une phrase, l'impact si jamais on fait une mauvaise priorisation, quel serait-il selon vous, le plus gros? On engage les ressources de l'entreprise sur les mauvais sujets. Et donc, tu as des problèmes à la fois de conso de ressources, de coût d'opportunité, c'est-à-dire les bons sujets ne sont pas traités, donc double peine. J'allais dire la même chose, le waste. Tu priorises mal, tu gâches du temps, tu gâches de la ressource, tu perds de l'opportunité. Du coup, t'as tout perdu. Et en général, tu perds tes collaborateurs. En plus. Donc justement, là, voilà, on a tout perdu, comme tu as dit. Donc, on est bien dans une bonne problématique. Donc, pourquoi on a fait cette table ronde? Et donc, pour continuer, donc c'est vraiment, on a 15 minutes. Donc, le but, c'est de ressortir avec des tips. Je voulais savoir, vous, par rapport aux différents contextes où vous avez pu travailler, etc., quelle était la meilleure méthode que vous avez pu voir, mettre en place, qui a permis d'avoir une bonne priorisation selon vous? Ou en tout cas, avec le moins d'impact possible qu'on a cité. Il n'y a pas de magie. Non, malheureusement, il n'y a pas de magie. Nous, ce qui marche bien, et le truc qu'on garde depuis le début, c'est de se dire il faut embrasser les frameworks qui fonctionnent bien. Du coup, Vision, North Star, OKR, déjà, ça te donne un cadre. Et en fait, c'est le plus important, le cadre, parce qu'après, tu t'amuses dedans. Et du coup, tu limites, encore une fois, tes risques de prendre des mauvaises décisions. Moi, je crois fortement au fait de rechallenger tes sujets, tes prios tout le temps. Donc, très régulièrement, nous, on le fait au mois, au trimestre, au semestre, à l'année. On essaie de se projeter le plus, mais c'est assez simple. En gros, chez nous, ça part donc de ce framework. En Comex, on parle de ce qu'on appelle les big rocks, ce que tu ne dois pas manquer sur tes 6 mois, 1 an en tant que boîte pour pas crever. Et à partir de là, après, pouf, dans les équipes. Et dans les équipes, on a des fonctionnements qui font que, je pense, ça fonctionne pas trop mal, notamment un concept auquel on tient beaucoup qui s'appelle les trifecta. Chaque tribe squad, c'est pas que le PM qui va prioriser, c'est un trio autour du PM, d'un engineering manager et d'un business leader. Et ces trois-là sont chargés d'être, on va dire, les agents du quotidien de la priorisation sur la base de tout ce qu'on vient de dire avant. Et du coup, eux, en étant toujours alignés tout le temps, en fait, doivent prendre les bonnes décisions et souvent les prennent bien, en fait, parce que tu as tout ce qu'il faut pour... Enfin, tu raisonnes pas que sur un seul aspect de ta priorisation, tu es toujours en trio. D'accord. Une sorte de Tres Amigos de priorisation. Ouais. Chez nous, on appelle ça la Triforce, et c'est produit, engineering et design. Parce que, comme c'est du SaaS plus massif, le design représente vraiment l'utilisateur final. Mais je dirais, au-delà du framework, alors, pour moi, c'est vraiment l'enjeu de communication et de surtout pas avoir les grandes équipes de réalisation qui travaillent en autarcie dans la tour d'ivoire, et parce qu'il faut se challenger et il faut aussi rechallenger le business régulièrement. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment bien engager la discussion avec les stakeholders pour leur expliquer le framework qui est suivi, et j'ai envie de dire quel qu'il soit, parce que c'est exactement comme les méthodos agiles où en fait c'est des toolkits, tu prends ce qui marche dans ton contexte en fonction des personnes que tu as, à la fois en nombre, en qualité, en expérience, mais d'arriver à les impliquer, leur expliquer pourquoi ce framework, de aussi souvent ramener à qu'est-ce qu'essaye de faire la boîte et quels sont les grands objectifs, parce qu'on doit tous être au même service, et donc éviter les querelles de chapelle, donc en les impliquant au maximum et leur dire voilà, la priorisation elle sort pas d'une boîte noire, mais on a tous participé et tout le monde est mouillé, ce qui fait qu'à la fin la roadmap et les sujets priorisés, c'est pas celle d'un PM, c'est pas celle d'un engineering manager, c'est celle de la boîte. Donc pour le coup, tous les deux, vous avez parlé un peu des objectifs d'entreprise. Est-ce que pour vous, c'est un critère indispensable que l'entreprise ait mis en place des OKR
ou en tout cas quelque chose de similaire, pour que les équipes puissent bien prioriser après leur sujet, vraiment leurs features, etc. Alors, moi, j'ai travaillé dans des tailles de structures très très différentes, entre 30 et 100 000 personnes. Donc forcément, à 100 000, oui, il te faut des OKR, il te faut des Product Ops, il te faut beaucoup de choses, des BOM, enfin des Business Operation Managers, ce genre de choses. Après, dans des petites structures, j'ai envie de dire, il te faut déjà une vision d'entreprise qui soit suffisamment facile à formuler pour embarquer tout le monde, et après donner l'autonomie aux gens pour arriver à prioriser. Parce que forcément, tu ne vas pas prendre un framework d'une grosse scale-up si tu es 30 et tu te dis, voilà, je vais plutôt faire quelque chose de léger et d'éviter l'over-engineering. À l'inverse, quand tu es dans une plus grosse structure, oui, là, tu es obligé de cadrer pour aussi canaliser les énergies créatives, parce qu'en général, nos équipes, ça reste des gens créatifs. C'est-à-dire, même sur du dev, même sur du design, même sur du produit, tu as besoin de gens qui sont capables de sortir un peu de la problématique courante, parce que justement, on a la chance d'être sur des secteurs où il y a encore beaucoup de choses à inventer. Mais donc là, pour moi, c'est vraiment en fonction de la taille de structure et du type de personnes que tu as dans les équipes. D'accord. Moi, je rejoins, et je pense que sans vision de boîte, tu fais rien. Du coup, peu importe la taille, il faut qu'il y ait une vision de boîte et une trajectoire claire. Court, moyen terme, long terme, peu importe, mais que tu saches où tu vas, quoi. Et je suis d'accord avec toi, en fait, chez Back Market, quand on était 30 au début, t'avais pas d'OKR et ça marchait quand même. T'avais un espèce de Trello board qui disait sur les mois, voilà ce qu'on pense faire. Tu décalais souvent les sujets, mais au moins t'avais une vision et un début d'engagement de tout le monde sur qu'est-ce qu'on veut faire en tant que boîte, quoi. Et après, évidemment, les OKR, c'est un outil ultra puissant. Mais il faut qu'ils soient, ce que tu disais, en fait, c'est super les bons frameworks, mais par contre, il faut les faire à ta sauce. Il faut les faire quand tu es au bon niveau de maturité. Et nous, on a commencé à le faire quand on a commencé vraiment à diviser les périmètres produits pour être sûr d'avoir, encore une fois, des chapeaux partout. Donc, c'est en entonnoir, hein, ça démarre d'un truc alors très restreint, mais très macro d'un point de vue boîte, et après, tu descends et c'est par capillarité. Donc, les OKR, c'est trop bien, mais au bon moment, quoi. Et tu peux clairement prioriser un peu plus au feeling au début, c'est pas dramatique. Et quand tu dis prioriser au feeling, pour le coup, là aussi, il y a quand même pas mal de méthodes qui existent, que ce soit, on va dire, le Moscow, un peu le basique, le BioFeature, Story Mapping, etc. Vous, dans les méthodes que vous avez utilisées, justement, dans les petites entreprises où il y avait peu de personnes, est-ce qu'il y en a un que vous avez trouvé qui marche mieux qu'un autre, ou est-ce que c'est vraiment juste par rapport à qu'est-ce que l'équipe a comme data pour pouvoir choisir la méthode ? Moi, je dirais le story mapping parce que c'est visuel. Donc, quand tu es des petites équipes et que pré-Covid, tu étais capable d'être tous dans la même pièce, maintenant on arrive à suppléer avec des miroboards, des whimsical, peu importe. Parce que justement, ça t'évite soit de te perdre dans des données que tu as du mal à générer et où objectivement, t'en sais rien. Donc, ça sert à rien de prendre des chiffres juste pour avoir des chiffres. Et parce qu'après, pour le communiquer à tout le monde, c'est plus facile. Parce que forcément, tu n'as pas le même niveau de maturité partout. Je veux dire, quand tu vois des modèles comme le RICE, c'est super. Mais avant d'être dans une structure qui est réellement capable de mettre les bonnes valeurs pour que tes ratios aient vraiment du sens, ça ne sert à rien. Et ça rejoint le côté over-engineering dont je parlais tout à l'heure. Alors que le story mapping, au moins, surtout, comme disait Tony, tu l'adaptes à ta sauce. Et en fait, tu peux en faire un outil très puissant qui va consommer très peu de temps et en même temps fédérer les gens autour d'un sujet. Je suis très mauvais élève sur les méthodes. Non, en vrai, ce qui fonctionne bien, c'est en effet, je pense que le plus important, c'est savoir te concentrer sur la data, mais sur la bonne, et ne pas ouvrir 40 000 KPI, en fait. C'est la même manière dont tu vas faire un A/B test où tu vas dire, je vais regarder ça et pas ça, c'est la même chose pour la prio pour moi. Et en fait, ça marche bien encore une fois, quand tu as des équipes splittées. Normalement, elles ont tout un peu des North Star KPI ou des choses qu'elles vont suivre. Et nous, on réfléchit la prio que par rapport aux impacts que ça va avoir sur ces KPI-là. Et pas plus, en fait. Et alors, évidemment, on met toujours dans la balance ce que ça va apporter pour la boîte, ce que ça va apporter pour les utilisateurs. Enfin, évidemment, et on a aussi un truc qui est le niveau de fierté. Enfin, on aime bien parler de ça. C'est très intangible, mais on a envie de se dire, est-ce qu'on a vraiment envie de faire ce truc ? Et si on le fait, est-ce qu'on va mettre l'énergie pour être ultra fier de ce qu'on fait ? Mais je pense que vraiment, le basique, c'est regarder le minimum de KPI possible, mais mesurer l'impact. Et moi, je crois beaucoup dans la priorisation, au calcul des incréments que tu vas apporter. Et surtout, d'un point de vue produit, en fait, c'est
facile, mais tu es capable quand même de dire si je fais ça, j'estime que je vais pouvoir apporter ça. Et en fait, c'est ça qui a de la valeur. Et tu le mets face aux KPI business, face à tes KPI d'expérience, etc. Et là, normalement, tu commences à unlocker des choses assez facilement. Et justement, en fait, en amont sur LinkedIn, quand on a parlé de l'événement, on avait eu une question de Elsa qui disait, en fait, concrètement, comment on définit des critères mesurables, donc les inputs de la priorisation, de la valeur, parce que au final, la valeur pour le métier, la valeur pour les équipes produits, la valeur de l'utilisateur final, c'est des choses complètement différentes au final. Et donc, comment on sait la bonne dose de data à prendre en compte ou pas? Donc là, tu disais justement pas trop, mais lesquels seraient indispensables selon vous, ou ça serait notre minimum, notre MVP? Alors, comment dire? On reste des métiers de créatifs, j'insiste dessus, parce que si tu peux pas tout factoriser, en fait, tu peux très bien créer un modèle mathématique avec plein de règles et faire un équivalent de SimCity pour ton product building, sauf qu'en vrai, ce sera faux. Donc, il faut pas mettre des chiffres pour se rassurer sur la décision qu'on prend. Surtout le job de PM, en général, on veut des gens qui sont capables de prendre un risque mesuré sur leur implication auprès de l'équipe, de réal, de design, business, sur leur maîtrise de l'écosystème, donc toute la partie de discovery, est-ce qu'elle a été bien faite, et après sur leur expertise et leur expérience, se dire, bon, voilà, ça fait 1 an que je suis là, je sais qu'a priori, ça, même si ça dérape, ce sera pas trop grave. Et au bout d'un moment, il faut que l'organisation aussi accepte de suivre la reco du PM. Et c'est là où justement les orgs modernes sont très intéressantes parce que tu dois avoir un top-down qui est quand même très précis. Parce que comme le disait Tony, tu as besoin de partir d'une vision très claire sur laquelle il n'y a pas d'ambiguïté. Et après, en même temps, le management doit lâcher la bride parce que sinon tu ne profites pas du bottom-up. Et moi, je l'ai vu plusieurs fois en bout de course. Les bonnes réponses ou les bonnes solutions, ça va être un PM et un dev, un UX et un PM parce qu'ils ont fait la bonne discovery et qui vont te dire ok, ça c'est ça. Alors après, tu peux te rassurer en faisant des tests utilisateurs, en quanti ou en quali. Mais dans les faits, il vaut mieux se faire confiance parce que tu investis aussi sur les gens. Et c'est une façon de les empower. Je ne sais pas comment on dit en français, mais leur donner confiance et du pouvoir et de la responsabilité pour que justement tu aies de l'incrémental qui a de la valeur. Parce que sinon, essayer de faire un modèle pur et parfait, tu mettras des chiffres, mais objectivement, ils seront faux et ce sera un mensonge collectif et surtout, tu auras cramé beaucoup de ressources. En plus, comme tu disais, aussi donner la confiance par rapport à l'impact de tout à l'heure de pouvoir perdre des collaborateurs. Au final, là, on le retrouve. Et donc, pour le coup, c'était une petite table ronde. Donc, on doit conclure si vous aviez 2-3 tips max à donner à des entreprises pour améliorer leur priorisation. Donc, on a parlé des OKR, par exemple. Ouais. En tout cas, une vision d'entreprise. La vision et les frameworks. Le fait de regarder peu, mais les bons KPI. Et le dernier, je pense que quand même, il faut pondérer avec ça, c'est croire à son feeling aussi. Enfin, il faut pondérer. Normalement, quand tu es dans une boîte, tu es expert de ce que tu fais. Donc, il faut toujours pondérer par, en effet, le côté un peu créatif de la chose et par ton expertise, quoi. Et moi, je dirais, faut vraiment impliquer les stakeholders. Ouais. Déjà, les gens aiment être impliqués. Donc, c'est tout bête, mais allez les voir en leur disant, j'ai besoin de tes inputs. Parce qu'après, ça vous permet de dire... je vais présenter aux execs notre roadmap qu'on a construit ensemble. Et le dernier point qu'on oublie souvent, c'est il faut obtenir des sign-off. Parce qu'en fait, tout le boulot des équipes, surtout produit, c'est de prioriser. Mais la contrepartie attendue, et ça en termes de fulfillment pour les équipes, c'est extrêmement important, qu'après, il y a un engagement des stakeholders, quels qu'ils soient, parce que faire du produit, faire du logiciel, c'est pas évident. Donc, tu as besoin de garder ton cap pendant quand même une petite durée, quel que soit ton secteur. Et ça, en tant que leader produit, c'est vraiment le job de tous, de se dire, on obtient un sign-off des stakeholders. Et ça, souvent, on l'oublie parce qu'on se dit, ah, c'est bon, j'ai obtenu quelque chose. Et en fait, le mois d'après, on recommence à zéro. Et c'est là où, déjà, il n'y a aucun sentiment d'épanouissement pour les collaborateurs. Et pour... les leaders, c'est en fait se remettre en question, de se dire pourquoi est-ce qu'on a rechangé. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est la fin de cette table ronde. Donc, après, on se retrouve là pour la suite. Donc, l'after produit, ça continue. Pour le coup, j'ai plus le planning. C'est pas la bonne table qu'on m'a mis. Mais en tout cas, dans 3 minutes, on retrouve une nouvelle table ronde. À tout de suite. Bye.